Alors, bonjour, chers étudiants, étudiantes. Bienvenue à ce cours sur Aristote. Alors aujourd'hui, on va commencer par le début, disons, pas par la fin. On va voir Aristote, donc maintenant on voit les dates de la vie d'Aristote. Évidemment, on est avant Jésus-Christ, hein, on est dans l'Antiquité. Alors, Aristote, il est connu, comme je vous l'ai dit dans mon vidéo précédente, dans l'histoire, pour être le père des sciences. Il est connu aussi pour avoir été l'élève le plus illustre de Platon. Et bien sûr, il est connu pour avoir été le tuteur d'Alexandre le Grand. Donc, en plus d'être finalement le fondateur, un des grands fondateurs de la civilisation occidentale, et je dirais aussi de la civilisation humaine, je dirais qu'on peut dire que c'est un être historique, hein, important dans l'histoire. Aristote, il est important pour plusieurs raisons. Et évidemment, nous, on ne verra pas toute sa pensée, là, ce qui serait une tâche colossale. Mais quand même, on va voir les fondements de sa pensée. On a déjà vu Platon, donc on va le mettre un peu en relation avec Platon. Puis, on va voir aussi qu'est-ce que sa philosophie dit par rapport au sens de la vie, qui est la thématique de ce cours. Donc, allons-y par le début. On va commencer avec son ontologie. Maintenant, vous allez tous savoir c'est quoi l'ontologie, n'est-ce pas? C'était dans la première section du cours, quelque chose à apprendre. L'ontologie, je vous le répète, c'est comment on perçoit l'être de la réalité, et dans sa totalité. Qu'est-ce qui est d'abord et avant tout? On a vu que Platon avait une ontologie idéaliste, à savoir que c'était les mathématiques et les grandes idées qui ordonnaient le cosmos qui étaient d'abord et avant tout, parce qu'elles pouvaient avoir la caractéristique d'être éternelles. Et donc, ce qui perdure éternellement aurait par là plus d'être que ce qui périt, et l'âme pouvant participer à cette éternité-là. Bon. Aristote, lui, s'intéresse au changement, au devenir. Parce que vous savez que les idées, les mathématiques, c'est stable. C'est éternellement stable. Mais Aristote, lui, va s'intéresser beaucoup plus au devenir des choses, hein? À la biologie. Je vous l'ai dit, il s'intéresse beaucoup à la biologie, c'est-à-dire à la vie. La nature, pour lui, c'est pas le cosmos, c'est la physis, la physique. Et il va faire une physique, une métaphysique, une biologie. Il va beaucoup expliquer le vivant et l'être à partir de cette conception-là que l'être est acte, il est action. On va voir un peu son ontologie pour commencer. C'est une ontologie qui est quand même assez complexe, là, hein? On va un peu la simplifier. Mais pour Aristote, ce qui est en premier lieu, qu'est-ce qui est? Aristote qui n'est pas un idéaliste comme Platon, donc ce ne sont pas les idées, c'est, on pourrait dire, un réaliste, donc il est le fondateur de la pensée réaliste, et ce qui est, d'abord et avant tout, pour les réalistes, ce sont des substances. Comme par exemple, ceci, c'est une substance, c'est une pomme, hein? Et on va voir que c'est une substance naturelle aussi. Et cette substance-là est, bien sûr, intimement liée au pommier, évidemment. Ceci est une substance aussi, mais une substance artificielle cette fois-ci, c'est-à-dire que c'est le fruit de l'art. Toutes les substances, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Les substances, c'est un individu concret, donc c'est un être individuel, comme cela, hein? Un poivron, c'est une substance, qui est le résultat de l'union d'une forme et d'une matière. Et donc là, on va déjà voir un peu que Aristote va commencer à penser la matière, la nature de la matière par rapport à l'être. Qu'est-ce que la matière dans l'être? C'est une grande question, n'est-ce pas? Et d'une certaine façon, il va dire que toute substance possède une matière, et sauf une. On va arriver, je vous laisse deviner laquelle. Une substance dans l'être qui serait immatérielle. Allez-y, pensez-y, qu'est-ce que ça pourrait être? On le verra tout à l'heure. Cette matière-là, c'est le principe, on va lire les définitions, principe d'individuation qui donne aux substances leur réalité concrète. Fait que moi, mettons, Simon Baudouin, si je suis un être humain concret, c'est parce que j'ai une matière. Parce que si j'avais pas de matière, je serais un petit peu moins concret, n'est-ce pas? Et cette pomme sans matière, ben, elle serait difficile à manger. Disons ça comme ça. Et donc, les substances, de façon générale, sont formées de matière. Okay? Et c'est ce qui fait que il y a une réalité concrète, un individu concret. La forme elle-même, parce que pour Aristote, ce n'est pas la matière qui définit l'essence. Ce qui va le plus définir l'essence de la matière, évidemment, c'est sa forme, c'est-à-dire comment la matière est organisée dans
la substance elle-même. C'est-à-dire que les atomes, par exemple, de cette pomme, on rend Aristote un petit peu plus, disons, contemporain, là, les atomes de cette pomme sont organisés de façon non aléatoire dans la pomme, n'est-ce pas? Ce qui fait que c'est une pomme qu'on peut effectivement manger. Et c'est pas une fausse pomme, c'est une vraie pomme qui vient d'un vrai pommier. Et donc, elle ressemble, dans un certain sens, à toutes les autres pommes. Parce que la matière est organisée de la même façon. Et pour votre information, vous savez peut-être, c'est assez connu comme fait, mais c'est un fait cocasse, que au niveau de sa matière, l'être humain ressemble beaucoup à la banane, le type d'atome, etc. qu'il y a. Mais évidemment, il n'a pas la même forme. Donc, les atomes sont organisés, la matière est organisée différemment, selon une autre essence, qui fait que nous sommes des êtres humains. OK? Et, d'une certaine façon, la forme, pour les êtres, parce qu'il y a des substances naturelles, elle contient ce que Aristote appelle l'entéléchie, mais ça c'est le mot grec, on va parler en français. Donc, l'impulsion fondamentale à se déployer. Ça veut dire que, mettons, cette pomme-là, si elle se décompose, elle contient en elle des grains qui pourront devenir un pommier, pousser, devenir le pommier, créer des nouvelles pommes. Et, pour comprendre ce qu'est une pomme, il faut comprendre qu'elle est issue de l'énergie, d'une certaine énergie, d'un acte de déploiement de la nature, okay, qui est l'acte par lequel, on pourrait dire, l'arbre arrive dans l'être. Donc, on voit qu'on est vraiment dans le mouvement. Maintenant, on va continuer l'ontologie, parce qu'à partir de là, tout Aristote s'explique, si on peut dire. Hein, c'est le plus fondamental chez Aristote, peut-être l'ontologie. L'ontologie d'Aristote implique aussi deux autres concepts, celui de la puissance et de l'acte. La puissance, on peut dire que c'est la disponibilité de la matière à devenir quelque chose d'autre selon la forme. Bon, ça a l'air un peu abstrait, mais ceci, dans le grain, mettons que moi je n'irai pas le chercher, il y a un grain là-dedans, n'est-ce pas? Et le grain qu'il y a dans la pomme, c'est un pommier en puissance, mais ce n'est pas un pommier en acte. Mais il y a l'impulsion dans le grain à devenir un pommier, dans la mesure où si on met ce grain-là en terre, il va se déployer, il va déployer sa nature dans la réalité, n'est-ce pas? Et donc, les substances naturelles, comme nous, les êtres humains, on est des substances naturelles, chacun d'entre nous, on a tous en nous cette nature qui est cette tendance à déployer notre énergie vitale, à déployer notre potentiel, à s'actualiser. Et ça, c'est le mot clé pour comprendre le sens de la vie chez Aristote, c'est le mot actualisation. C'est-à-dire, partir du potentiel propre qu'on a, de la puissance propre qu'on a dans notre nature, et la rendre réelle, actuelle, dans une action concrète où on déploie notre puissance. Okay? On va voir comment les êtres humains peuvent faire ça. Un grain de pomme, comment ça fait ça? Tu le mets en terre, ça déploie son énergie en devenant un pommier, puis des nouvelles pommes qui vont pouvoir continuer l'espèce. L'être humain, c'est pas juste ça, déployer sa puissance, on va le voir. L'être humain, on a des facultés autres que simplement la reproduction, si on peut dire. OK? Alors, je continue. L'acte, qu'est-ce que c'est? C'est la réalisation de ce qui est en puissance, tout simplement. Par exemple, avant d'apprendre la musique, vous êtes sans doute tous des musiciens en potentiel, dans la mesure où si vous avez le sens du rythme, vous êtes capable d'apprendre la musique, et vous pourriez devenir un musicien si vous pratiquiez. Vous avez ce potentiel-là. Mais c'est certain que le musicien qui sait jouer, il est plus musicien que le musicien qui a juste le potentiel de jouer. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on acquiert de l'être? C'est quand on est capable d'agir. Aristote va dire, c'est bien beau avoir le potentiel d'être généreux, mais être généreux, c'est agir de façon généreuse. Et donc, pour Aristote, tout est dans l'action. Et on va dire qu'on a une ontologie de l'action. C'est ce qui est déploiement d'une énergie chez Aristote. Okay? C'est ce qui nous fait être, acquérir l'être qu'on est. D'une certaine façon, c'est de le réaliser dans notre vie, dans notre existence. OK? La nature, et là, je vous le laisse là juste pour que vous puissiez prendre en note, si vous voulez, ces définitions-là. Mais vous avez les définitions.
pour tout comprendre, au fond, l'ontologie d'Aristote, c'est-à-dire la définition de la nature. La nature d'une substance, c'est cette tendance-là qu'elle a en elle à vouloir s'auto-réaliser. Okay? Cette poussée-là de la vie vers son expression la plus propre. Okay? Et tous les êtres naturels veulent déployer cette puissance-là. Devenir soi-même, parce qu'on a vu dans le sens de la vie, il faut devenir soi-même, devenir pleinement soi-même, mais ça va être ça qui va donner un sens à notre vie, dans le sens où on va devoir trouver c'est quoi notre potentiel le plus propre, puis le traduire dans notre vie comme tel. Traduire ce potentiel-là, le réaliser, et ça va donner l'idée de réalisation de soi, d'actualisation de soi, qui est si importante aujourd'hui, par exemple, dans la psychologie. Et qui vient avec un sentiment qu'on appelle l'estime de soi. Comme quelqu'un qui réussit à se réaliser, à s'actualiser, à actualiser son potentiel. Il vit en accord avec sa nature. Il fait ce qu'il aime faire, dans le fond. Et ce pourquoi il est destiné, d'une certaine manière, en tant qu'humain, puis en tant que cette personne-là avec ses qualités spécifiques, et il va être heureux. Comme par exemple, un musicien qui devient musicien, il est heureux en faisant de la musique. Et un philosophe, mais en philosophant, d'une certaine façon. Mais on a plein de potentiel, l'être humain. Et c'est là qu'on va voir comment ça s'applique chez l'être humain. Parce que c'est quoi l'être humain? C'est quoi notre potentiel? On parlera pas le potentiel d'un poivron. Je veux dire, bon, il peut devenir de l'énergie si je le mange, puis tout ça, là. Et là, il va s'absorber à ma propre matière, là, donc à ma propre forme, à ma propre substance. Mais en réalité, sa nature, ça serait de faire faire un autre plan. Mais il est là aussi pour nous donner de la nourriture, évidemment. L'âme humaine, nous, les êtres humains, c'est quoi notre potentiel? On n'est pas destiné à être mangé. Est-ce qu'on est juste destiné, mettons, à se reproduire? Parce qu'on pourrait dire, on est comme des fruits, on est comme des légumes, quoi. On est destiné, notre nature, c'est juste de se reproduire. Aristote n'est pas d'accord avec ça. Et là, il va faire de longues démonstrations de tout ça, là. Mais clairement, pour Aristote, on n'est pas simplement des végétaux. Bon. Et là, c'est là qu'il va commencer à distinguer, lui, le règne des végétaux, le règne des animaux dans sa biologie, puis qu'il va observer les animaux, leur façon de se reproduire. Toute la théorie de la génétique est déjà là un peu chez Aristote, d'une certaine façon. Là. Il disait, par exemple, que les parents transmettaient des traits de caractère, etc. Mais l'âme humaine, qu'est-ce qu'on transmet dans l'âme humaine? Qu'est-ce que l'âme humaine, dans son essence, on peut dire, dans sa caractéristique spécifique, qui fait qu'on a une âme humaine et on n'a pas une âme animale? C'est que on a trois types d'âmes. On est comme le fruit d'une évolution de la nature. Et l'évolution, elle commence avec les végétaux. L'âme la plus simple, c'est l'âme végétative, c'est-à-dire celle dont l'acte fondamental est de se nourrir et de se reproduire. Donc, c'est les végétaux, essentiellement, puis ce qui pourrait leur ressembler, là, par exemple, les champignons. Et même, on pourrait dire aujourd'hui, peut-être les bactéries ou des choses comme ça. Là. Bon. Maintenant, dans l'évolution, on va à un niveau supérieur quand on rentre dans l'âme animale ou l'âme sensitive, dont l'être humain est évidemment doté. L'être humain est un animal, faut s'en rendre compte. Là. Il est un animal particulier, mais il a une âme sensitive. Et là, c'est qu'on a un système nerveux, on se déplace autrement, habituellement, etc. Et on a donc une tendance, comme tous les animaux, n'est-ce pas, à rechercher le plaisir et à éviter la douleur. Donc, on va être plus heureux si on a du plaisir que si on a de la douleur. On va plus se réaliser si on a du plaisir que si on a tout le temps de la douleur, évidemment. Okay? C'est une tendance animale qu'on a en nous. Puis on a aussi la tendance à se reproduire. Aristote va dire, il ne faut pas négliger ça. On a toutes sortes de tendances en nous. On va être plus heureux, plus on va réaliser nos tendances. Mais le vrai bonheur, il demande la réalisation du troisième niveau, c'est-à-dire de la nature humaine. Pas parce que tu te reproduis, disons, puis que tu manges, que tu vas être heureux, là. Non, pas ça. Puis c'est pas non plus parce que tu as du plaisir, que ta vie va avoir un sens ou quoi que ce soit. Pour Aristote, ça prend la réalisation de ce qui est spécifiquement humain. Puis ça, c'est la rationalité. C'est l'âme rationnelle. Okay? Et là, Aristote, il va dire, les êtres humains, ce sont des animaux rationnels. C'est la définition la plus classique qu'il n'y a pas, on pourrait dire, de l'être humain. Mais il va rajouter, Aristote,
un animal rationnel et politique. Le politique, c'est pour dire que l'être humain possédant la raison, il a aussi la liberté. Et donc, la liberté pour les anciens, c'est politique. C'est-à-dire, c'est l'exercice du pouvoir. C'est ça la politique. Et l'homme est un être politique dans le sens où il doit exercer un pouvoir sur lui-même, il doit se gouverner lui-même, il doit acquérir la maîtrise de lui-même à travers sa raison. Et c'est comme ça qu'il va se réaliser. Il doit se réaliser en tant qu'être rationnel dans l'action. Et là, il va être heureux. On va voir qu'est-ce que ça veut dire pour Aristote. Mais l'être humain, il y a aussi une partie de la raison qui n'est pas juste pratique, mais qui serait théorique, qui serait l'âme rationnelle, la raison qui se réalise non pas dans l'action pure, mais dans la contemplation de l'intelligence, donc la compréhension. Et puis, ça, c'est l'âme intelligente qui, au fond, qui amène la dimension théorique, la raison théorique, qui est une raison qui est capable de contempler les choses et de les comprendre. Et ça, ben, c'est le philosophe, le scientifique, le mathématicien, entre autres, qui déploie ou réalise cette âme-là. Et pour Aristote, si on va au bout de cette âme-là, au bout de notre réalisation d'être humain, on contemple Dieu comme action pensante et réalisante. On va y arriver un peu tout à l'heure, là, mais le bonheur lui-même. Donc, le bonheur, et là, vous avez beaucoup de textes, là. C'est un peu petit, mais vous pouvez le mettre à pause puis le grossir, là. Vous avez surtout des définitions. Le bonheur, c'est quoi sa définition? Okay? C'est une action. Et là, le mot employé par Aristote, c'est le mot praxis. C'est un mot, ça, qu'on a beaucoup de difficultés à traduire, le mot praxis. Okay? C'est une action propre à l'âme humaine. Donc, une action que ne peut faire que l'âme humaine. Okay? Jusqu'à preuve du contraire, là, il n'y a que l'âme humaine qui peut faire cette action-là et qui serait en accord avec la vertu. Et qu'est-ce que c'est que la vertu première de l'homme? C'est sa rationalité. Okay? Mais il va y avoir des vertus là, qui sont, on va voir des vertus cardinales, là, qu'on revient encore avec les mêmes vertus cardinales que chez Platon, là, comme on l'a vu dans l'autre vidéo. Là. Okay? La vertu, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui fait la qualité et l'excellence d'un être. Comme mettons un stylo, ça c'est un stylo, substance artificielle, n'est-ce pas? Bon, il y a une matière, il y a une forme, puis un vrai stylo, c'est un stylo qui écrit. C'est un beau stylo, mais qui écrit pas. Ben, il n'y a pas sa qualité. C'est pas un bon stylo. C'est quoi qui fait un bon stylo? Bon, c'est ça la vertu d'un être, d'une substance. Fait que, qu'est-ce qui fait un bon être humain? Ben, ça va être le fait qu'il réalise dans l'action sa rationalité, par la pratique de la vertu, par le fait de se développer de véritables amitiés et par le fait d'organiser sa vie en praxis. On va y arriver. Ça, c'est les 3 grandes conditions du bonheur et du sens de la vie. Les conditions universelles. Aristote, il va dire, si tu veux être heureux, là, mon ami, voici ce que tu dois faire. Ta vie doit être une praxis. On a déjà vu ce concept-là avant dans le cours, c'est-à-dire une action longue, ordonnée, cohérente, qui nous permet d'atteindre la réussite dans nos projets. OK? Puis qui nous permet de nous améliorer. Toujours d'être dans un processus d'amélioration de soi. OK? Vie en praxis. Deuxième chose, avoir de bons amis. Des vrais bons amis avec qui on peut réaliser notre liberté puis réaliser notre rationalité. Des gens avec qui on a confiance, etc., qui nous permettent d'avoir du plaisir aussi, là, et qui nous permettent de développer notre vertu et d'agir de façon vertueuse. On va y revenir dans la pratique de la vertu. Et finalement, ben, le fait de développer sa vertu et d'agir de façon vertueuse. C'est les 3 grandes conditions du bonheur. La raison théorique, elle, donc les philosophes, ceux qui contemplent qui sont capables de contempler l'être des choses pour la simple joie de leur intelligence, ces gens-là font partie d'une certaine élite. Aristote va dire, si on pouvait toujours être dans un état de contemplation, ça serait merveilleux. Aussitôt qu'on contemple, on est heureux, quoi. C'est juste qu'on est des êtres humains. Et des fois, ça prend pas juste ça. Il faut aussi se réaliser comme un être humain et non pas simplement comme un dieu ou comme quelqu'un qui serait juste dans son intelligence. Et ça veut dire que les vraies conditions du bonheur sont celles-là. Là. OK? Ce point-là.
Donc, on les a ici, les 3 conditions universelles du bonheur. La première, c'est la praxis, l'action longue, cohérente, qui nous permet de nous réaliser, d'atteindre une fin, d'atteindre un but. C'est ce qui donne sens à la vie. On l'a vu, là, la cohérence de la vie, les actions qui mènent à la réalisation de certains buts. Il faut que nos actions soient cohérentes. Là. Si on a des projets, quels qu'ils soient, si nos actions ne sont pas cohérentes avec les unes avec les autres, on ne parvient pas à la réussite, on ne parvient pas à se réaliser. Si tu as le but, par exemple, je ne sais pas, d'obtenir ton diplôme, ça serait une bonne idée que tu fasses tes devoirs puis que tu fasses tes évaluations. Puis pour ça, faut que tu te couches tôt, faut pas que tu sois trop sur le party, etc. Il y a des gens qui sont incohérents dans le sens qu'ils réussiront jamais rien parce que, premièrement, ils prennent pas les moyens qui sont ajustés aux fins. Quand tu as des buts que tu te donnes un but dans la vie, il faut que tu trouves les moyens, tu prennes les moyens aussi pour atteindre ce but-là. C'est ça être cohérent, vous comprenez? Si tu n'as pas ça dans la vie, là, c'est bien évident que tu ne te réalises pas. Donc, puis Aristote va dire, il y a une autre façon d'avoir une mauvaise praxis, c'est-à-dire une action non rationnelle, c'est quand on ne fait pas une bonne priorisation des valeurs. Genre, on va quelqu'un qui valorise plus la richesse que le bonheur. L'argent compte plus que le bonheur pour lui. Aristote dit, il ne se comporte pas comme quelqu'un de rationnel. Il n'a pas réfléchi, parce que si on y réfléchit, l'argent ne peut être qu'un moyen. Si l'argent, t'es sûr que ça va te rendre malheureux, t'es mieux de pas être riche. Donc, d'une certaine façon, l'argent, si on y réfléchit, puis qu'on est cohérent, ça peut pas être une valeur plus importante que le bonheur lui-même. Ça n'a pas de bon sens. Parce qu'on veut être riche juste dans le but d'être heureux. Hein? Donc, d'une certaine façon, il faut absolument que le bonheur surpasse certaines autres valeurs. Puis il y a toute une hiérarchisation à faire dans notre vie, de définir l'ordre de nos valeurs, puis ça, il faut le faire avec la raison. Puis il y en a qui le font juste pas. Donc là, d'autres sont incohérents, puis ils n'agissent pas comme des êtres rationnels. Ceux qui sont prêts d'organiser leur vie en praxis, pour Aristote, ce sont des esclaves. Aristote, il croyait qu'il y avait des esclaves, qu'il y avait des gens qui n'avaient pas le potentiel de la rationalité. Ils étaient incapables d'agir de façon rationnelle. Ils n'étaient pas capables d'organiser leur vie en praxis, et Aristote disait, dans le fond, c'est dans leur nature, puis eux autres sont faits pour servir. Fait qu'ils vont être bien plus heureux, eux autres, s'ils sont pris en charge par des bons maîtres, qui les fait travailler, qui leur permet d'avoir du plaisir, mais qui leur dit quoi faire, parce qu'ils sont pas capables de se gouverner eux-mêmes. Bon. Avant 18 ans, on dit, pas sûr que tu es capable de te gouverner toi-même. Est-ce que tout le monde, à partir de 18, 20 ans, est capable de se gouverner soi-même et de faire des choix rationnels? Permettez-moi d'en douter. Mais en réalité, Aristote les appelle les esclaves. Et donc, il va défendre l'esclavage comparativement à Platon. Soit dit en passant, comme on l'a vu, Platon qui croit qu'il n'y a pas d'esclaves de nature. Bon. Faut dire qu'il ne faut pas penser que Aristote voulait maltraiter ses esclaves. Hein? Soit dit en passant, dans la vie d'Aristote, Aristote a tout libéré ses esclaves. Il a donné des héritages à ses esclaves. Il les a éduqués, etc. Là, c'était pas quelqu'un de... Au contraire, il était exemplaire avec ses esclaves, qu'il a libérés, à qui il a donné un héritage, qu'il a aimé comme ses propres enfants, à ses propres dires. Donc, il traitait bien ses esclaves et lui, il voulait les libérer. Hein? Il voulait les rendre rationnels, ce qu'il a réussi à faire d'ailleurs. Alors, la vertu, maintenant, la pratique de la vertu, deuxième condition, après la praxis. La vertu, c'est vraiment, encore les 4 mêmes vertus, on va les voir, c'est d'agir de façon rationnelle. Qu'est-ce que ça signifie, agir de façon rationnelle? Pour Aristote, ça signifie de toujours être dans le juste milieu entre 2 vices. Un qui va par excès, un qui va par manque. Là, on va voir ça plus en détail à la prochaine diapositive. Mais, d'une certaine façon, c'est d'agir de façon rationnelle pour l'être humain, ça serait d'agir de façon sage, courageuse, tempérante et juste. Et là, il y en a beaucoup d'autres, là, par exemple la générosité. Mais chez les Grecs, il y a toujours les mêmes 4 vertus cardinales, toujours les mêmes 4. C'est toujours celles-là. C'est les vertus. Pour les Grecs, si tu as ces 4 vertus-là, tu as pas mal toutes les autres. Par exemple, si tu es impatient, c'est que tu manques de tempérance, ou de sagesse parfois aussi, là. Si par exemple, je sais pas, moi, tu as toutes ces vertus-là, normalement, tu vas toujours agir de façon correcte, là, morale, si on peut dire. OK? On va les voir un peu, on va voir la définition un petit peu plus tard, là, mais
si vous voulez la définition de la vertu pour Aristote, hein, la vertu, je la lis, là, c'est une disposition acquise et stable. Donc, c'est acquis. Il n'y a personne qui n'est vertueux. Ça, non, on va y voir. Stable, c'est-à-dire que tu agis tout le temps comme ça. C'est pas une action courageuse qui fait que tu es courageux, ou c'est pas parce qu'un soir tu es tempérant que tu es tempérant. Il faut que ça se maintienne dans le temps, que ça soit comme une seconde habitude. Tu peux être sage, c'est être sage presque toujours, là, ou toujours. C'est un trait de caractère. Là. OK? Bon. Mais tu n'es pas sage. Il n'y a personne qui n'est sage. Donc, c'est acquis, puis ça s'est stabilisé dans ton caractère. Puis c'est la capacité de se maintenir dans le juste milieu. On va voir c'est quoi ce juste milieu-là dans la prochaine diapositive. Mais avant, je vais vous parler un petit peu de l'amitié, qui est la troisième condition. L'amitié, ça va nous permettre de nous réaliser. Donc, la raison pour laquelle l'amitié est absolument nécessaire au bonheur, c'est parce que, premièrement, on ne peut pas se réaliser comme être social et politique sans avoir de bons amis. On ne peut pas développer correctement notre raison pratique. La première raison, c'est que la vertu se développe. Hein? La vertu, personne ne naît vertueux, là, n'est-ce pas? Et donc, il faut développer ces vertus-là. Mais où on va les développer? Dans la famille, bien sûr, surtout. Mais la famille devrait être composée d'amis, selon Aristote. On va y arriver. L'amitié chez Aristote n'exclut pas la famille. Même qu'elle inclut surtout la famille, les proches, les très proches, et les conjoints, conjointes, ou les gens qui sont dans la proximité, là, les proches qui comptent. Là, okay? Qu'est-ce que c'est des amis? Qu'est-ce que c'est l'amitié? C'est une relation de bienveillance. Donc, les gens sont bienveillants, ils veulent le bien les uns des autres. C'est une relation qui est entre gens qui se reconnaissent comme fondamentalement égaux. Parce que, c'est une relation qui est réciproque. Donc, ça vient des deux côtés. C'est pas juste un qui aime l'autre, mettons. Et c'est une relation qui est juste. Okay? On va aussi avoir une prochaine diapositive pour expliquer ça un petit peu plus. Okay? Les vices et les vertus. Bon, on arrive à la condition de la réalisation de soi dans l'exercice de la vertu. Agir. Pour se réaliser, il faut agir de façon courageuse. Faut pas juste avoir la disposition d'agir de façon courageuse, genre hey, je pourrais bien être courageux moi dans la vie. Bon, tu l'es dessus là. Il faut. Ça concerne quoi? Ça concerne le courage, la capacité de se donner des défis, de surmonter les obstacles, puis en particulier la peur. OK? Si on n'a pas de courage dans la vie, on ne réussit rien, quoi. On ne réussit pas à se réaliser. Les êtres humains ont besoin, souvent, de faire montre de courage dans leur action. S'ils ne le font pas, ils vont se laisser décourager par toutes sortes de choses. Ils vont tomber dans la paresse, etc. Et bon, le premier vice, surtout, le manque de courage, qui est la pire chose, c'est la lâcheté. Alors, les gens sont lâches, ils abandonnent, etc. Hein, ils veulent pas la loi du moindre effort tout le temps. Et en réalité, pendant ce temps-là, ben, ils se réalisent pas. Parce qu'ils pourraient prendre leur temps pour se réaliser, mais non. Okay? L'autre côté, ce serait la témérité. Là, c'est tu te donnes des défis un peu trop grands. Aristote dit, tant qu'à ça, t'es mieux d'être téméraire que d'être lâche, parce que au moins, tu vas essayer de voir c'est quoi tes limites. Jusqu'où tu peux aller. Fait qu'il faut être un petit peu téméraire, mais pas trop. Parce que, mettons qu'on est téméraire, mettons, moi, je dirais, comme il y a des étudiants, là, ils sont à temps plein, puis en plus, aux études, puis ils se prennent une ou deux jobs temps plein. Tu sais, je vous ai demandé ce téméraire, là. C'est trop. Tu vas tout faire tout croche. Fais bien ce que tu fais, sois courageux, mais donne-toi-en pas trop, connais tes limites. Puis ce qui est courageux pour un n'est pas nécessairement courageux pour l'autre. Vous comprenez qu'on est tous un peu différents. Parce que même si on est des substances humaines, on est tous différents pour Aristote. Là. Se réaliser soi-même, c'est se réaliser comme être rationnel, mais se réaliser aussi dans ce qu'on a de spécifique, si on peut dire. Okay? Dans notre substance propre. Et pour certaines personnes, comme par exemple moi, je me suis réalisé en faisant un doctorat en philo. Mais je pourrais pas me réaliser, moi, en devenant marathonien. Je pense pas, là. Ça m'intéresse moins, disons. Je pourrais peut-être, mais c'est pas comme ça que je réaliserais mon essence, moi. Ou, dans toutes sortes de styles de vie, là, à un moment donné, là, chacune des personnes se réalise dans
certaines choses, puis il y a des défis qui sont trop élevés pour certaines personnes, puis il faut voir c'est quoi les défis qui sont bons, qui sont adaptés à notre nature. OK? Puis aller à fond dans la persévérance, puis tout ça, sans tomber dans les deux vices. La tempérance, la tempérance, c'est autre chose. Ça, c'est entre d'un côté, tu manques de tempérance et la débauche. Tu te saoules, tu fais rien, tu te laisses trop aller à être contrôlé par tes désirs. Comment tu te comportes par tes désirs? Est-ce que c'est toi qui te contrôle toi-même, ou c'est tes désirs qui te contrôlent? Si c'est ces désirs qui te contrôlent, puis que ça devient déraisonnable, donc ça va contre la raison, puis ça ne mène plus au bonheur et à la réalisation de soi, ben là, tu es dans la débauche. Okay? Si tu n'écoutes pas du tout tes désirs, tu sais, comme tu es déconnecté de ton corps, puis le plaisir, moi, tu sais, bon, tu te flagelles, là, ça, c'est de l'insensibilité. On pourrait dire que la tempérance, c'est entre les deux. C'est-à-dire que tu satisfais tes désirs, mais c'est toi qui es en contrôle. Disons ça comme ça. Donc, mettons, les désirs, on peut parler, par exemple, des désirs liés à la nourriture, à l'alcool, à tout ce qui nous amène du plaisir, à la sexualité, etc., ben, c'est de les satisfaire de façon tempérante. Donc, il faut écouter nos désirs, être à l'écoute de nos désirs, les satisfaire, mais sans être leur esclave. C'est ça, être rationnel. Ça, c'est être tempérant. Ensuite, la justice, c'est dans la relation à autrui. Là, il y a deux injustices, ça a l'air un peu bizarre, mais c'est vraiment ça. Agir de façon juste, ça serait de toujours être reconnaissant face à autrui, puis de jamais prendre plus que sa part. Hein? C'est proche de la générosité un petit peu. Hein? La générosité, c'est comme une justice encore plus parfaite jusqu'à un certain point. Mais il y aurait une injustice qui consisterait à prendre plus. Ça, c'est le manque de justice par carence. L'excès de justice, ça serait de rien vouloir recevoir, ce qui est beaucoup plus rare, disons-le, mais qui consisterait, par exemple, à ne pas vouloir recevoir d'éloges, à se dénigrer soi-même, etc., puis à ne pas reconnaître sa propre valeur. Okay? Donc, et souvent, ça, c'est un vice aussi pour toutes sortes d'autres raisons. C'est-à-dire que cette vertu-là a à voir avec la reconnaissance. La reconnaissance de ce qui vaut. Et donc, la reconnaissance de ce qu'on nous donne, puis nous faire notre part pour les autres, notre juste part. OK? Finalement, la dernière et la plus importante des vertus pour Aristote, ce serait la sagesse pratique. OK? Et elle se situerait entre la spontanéité et l'immobilisme. Ça veut dire que être sage, ça rapporte la prise de décision dans son ensemble. Qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Qu'est-ce que tu fais là? Tu vas-tu sortir? Etc. Toutes les décisions qu'on a à prendre quand on est libre, on en a plein. Là. Bon. On prend constamment des décisions quand on est libre. À tous les jours, n'est-ce pas? On a des décisions à prendre. Il y en a qui sont plus importantes que d'autres. La sagesse, c'est de ne pas être trop spontané, tu sais, de réfléchir à rien, puis juste passer sa tente, etc. Ben, si on est trop spontané, ben, on va être injuste, on va être débauché, puis on va être lâche. Mais en même temps, c'est de ne pas tomber dans l'immobilisme. C'est-à-dire de jamais prendre de décision, puis là, c'est tout le temps dans la tergiversation, puis finalement, tu n'agis plus. Il ne faut pas que la réflexion nous empêche d'agir à un moment donné. Il faut que la réflexion, elle permette de bien saisir ce qu'on a à faire, mais il faut être un peu opportuniste. Des fois, il faut agir. Si à un moment donné, tu as une opportunité de dire à Aristote, pour te réaliser, tu n'as pas le temps des fois de réfléchir. Là, mettons, je sais pas, moi, tu rencontres la femme de ta vie. Là, tu sais, je veux dire, puis là, tu es là. Il faut que tu te connaisses assez toi-même pour savoir. Là, j'ai quelque chose à faire. Tu restes pas passif dans l'immobilisme. C'est un vice. C'est un manque de sagesse. Il faut savoir qu'est-ce qu'on a à faire, puis il faut le faire. Il faut savoir le timing pour le faire. OK? Donc, ça, c'est la sagesse pratique. C'est la prise de décision tout le temps en contexte de l'action. Quelqu'un qui se réalise, donc qui prend de bonnes décisions sages, qui est toujours juste avec autrui, il va avoir des bons amis, on va le voir, c'est très important, qui n'est pas dans la débauche, donc qui ne laisse pas ses désirs le gouverner, puis qui est courageux quand il y a des obstacles, quand il y a des peurs, il va de l'avant, puis c'est sa raison qui gouverne, il va se réaliser comme être rationnel. Puis il va être heureux. Okay? On va y aller maintenant avec cette question sur les biens externes. Les biens externes, c'est des biens qui sont extérieurs à l'âme. On l'a vu dans vous pouvez retourner là, à votre vidéo sur le bonheur, on a déjà vu ça.
Chez Aristote, les biens externes ont une certaine importance pour être heureux. N'est-ce pas? C'est un réaliste, Aristote. Donc, si tu veux être heureux, tu veux te réaliser, même si la santé n'est pas absolument nécessaire, ben c'est bien mieux d'être en santé. Donc, c'est favorable au bonheur. Parce que c'est beaucoup plus simple de se réaliser quand on est en santé que quand on est malade. Mais même si on est malade, on peut être vertueux, puis on peut avoir des bons amis. Donc, on peut quand même être heureux. Puis on peut quand même avoir une praxis, une vie où on est libre, là, puis on réfléchit, puis tout ça. Mais ça complique les choses souvent, donc il vaut mieux être en santé. Donc, il faut se soucier de sa santé, évidemment physique et même, évidemment, spirituelle, ça va de soi. La richesse, ben Aristote, il va dire, ben c'est bien plus facile. On peut s'éduquer quand on est riche. On peut essayer des nouvelles choses. On a les moyens de nos ambitions. Je veux dire, donc Aristote, qui était quand même un réaliste, il va dire, ben vaut mieux être riche. Tu sais, je veux dire, vaut mieux être riche que pauvre. Là. On peut faire des banquets, inviter des amis, organiser des soirées, faire toutes sortes de choses là, quand on a de l'argent qui nous permettent de nous réaliser. Si on veut apprendre la musique, ben c'est bien bon d'avoir des bons profs, là, puis d'avoir des bons instruments. Puis si on a des projets où on veut exprimer le bien, ben avoir les moyens de nos ambitions, c'est extraordinaire. Fait que ça nous permet de nous réaliser la richesse. Mais on peut être heureux sans être riche. Mais ça favorise. La descendance, Aristote va dire, on ne peut pas être pleinement heureux, dans le fond, si on est seul et sans amis, puis si on n'a pas de descendants en plus. On a cette tendance-là à vouloir léguer quelque chose. C'est naturel. L'être humain, il veut faire une différence, on l'a vu. Le sens significatif de la vie, c'est ça, c'est faire une différence dans la vie des autres. Et donc, on a cette tendance-là de vouloir faire une différence dans la vie des autres. Et donc, nos enfants, ben, c'est avec eux qu'on va faire le plus de différence. Puis aussi, ben, on veut transmettre la vertu, puis on veut avoir des bons amis, nos proches, donc nos enfants, les gens, nos parents, tout ça. Si on est capable d'avoir des relations vertueuses, ben ça va devenir comme un lieu de réalisation là, important, là, un lieu où on se réalise et on donne un sens à notre vie, évidemment. Donc, avoir une descendance, c'est préférable. Mais on peut être heureux sans descendance. Je veux dire, si tu n'as pas de descendance, tu peux tout à fait être heureux. La beauté physique, c'est la même chose. Tu n'es pas obligé d'être beau, mais Aristote lui-même était très soigné. Là. Il soignait son corps, son apparence, toujours beau, bien mis. Puis il disait, bon, on attire les autres, on attire les amis, c'est plus gracieux, etc. Ça nous permet d'avoir de meilleurs emplois. Il appelait ça des charges publiques. Si on est beau, si on est bien mis, si on capte le regard des autres, c'est pas ça qui va nous donner le bonheur, mais en même temps, selon Aristote, de façon d'un côté purement réaliste, ça va nous aider à être plus heureux. Bon. L'honneur et la réputation, même chose, c'est pas nécessaire. Mais je veux dire, ne pas se soucier de ça, ça serait irrationnel. C'est comme pour Aristote. Pour Aristote, tu ne te soucies pas de ta santé, tu n'agis pas de façon rationnelle. Dans la praxis, il faut penser à ça. La santé, l'argent, la descendance, comment on vit avec notre famille. Est-ce qu'on est beau? On est-tu en santé? On est-tu beau à voir? C'est pas... ne pas du tout se soucier de ça, même si c'est pas essentiel pour Aristote. On devrait se soucier de ça. L'honneur, la réputation, il va dire, ben là, si tu as une mauvaise réputation, ça va être difficile de te réaliser dans la cité, dans la vie, dans les institutions. Il faut que tu aies une bonne réputation pour te trouver des emplois, pour avoir des bonnes relations, pour avoir des opportunités de devenir plus riche, de te réaliser, de t'investir dans des projets où tu actualises ta rationalité. Il faut que tu aies un projet, il faut que tu aies des buts pour réaliser ta rationalité. Donc, ne pas du tout se soucier de ce que pensent les autres de nous, c'est pas la meilleure façon, évidemment, quand on est libre de réussir, OK? Mais c'est pas l'essentiel. Il faut être vertueux d'abord et avant tout. Il y en a juste un bien externe qui est absolument nécessaire, et ça serait l'amitié. Pourquoi l'amitié? Parce que l'amitié, ça joue sur qui nous sommes. Ça va toucher non pas à ce que nous avons, parce que les biens externes, ils touchent toujours à ce qu'on a. Mais les amis, ils touchent pas. On a des amis, mais on n'a pas des amis comme on a une maison. On a des amis comme quelque chose qui touche beaucoup plus à qui nous sommes et à notre capacité d'être qui nous sommes. Nos amis nous permettent de nous réaliser, d'être qui nous sommes d'une façon qu'on ne peut pas être seul. Donc, il y a des choses qu'on peut faire seul dans la vie. Là. Aller prendre une marche dans le bois, capable de faire ça tout seul. Lire un livre, tu peux faire ça seul, mais il y a des choses qui sont assez difficiles à faire seul, genre une famille, tu sais, tout seul, ben, ça se fait, là, mais à un moment donné, c'est plus le fun d'avoir des relations amicales à l'intérieur de la famille, par exemple. Et il y a des projets aussi
la pratique de la vertu, c'est pas possible sans amitié. Et ce qui nous arrive à notre dernière diapositive sur Aristote, qu'est-ce que c'est que l'amitié d'abord? L'amitié, c'est une relation de communication puis de bienveillance réciproque. Donc, on communique ensemble, on a de la bienveillance, c'est une relation égalitaire, puis ça peut être, il y a un but à l'amitié. Okay? L'amitié peut avoir 3 buts différents. Okay? L'utilité. Là, je veux juste dire une chose. Pour Aristote, c'est pas tous les amis qui sont nécessaires au bonheur. C'est juste un type d'amis. Les vrais amis. Les amis qu'il appelle les amis de vertu. Les autres amis sont utiles au bonheur et sont très, très, très importants, mais ils ne sont pas nécessaires. Utile et nécessaire, c'est pas la même chose, n'est-ce pas? Utile, c'est super avoir des amis de même pour être heureux, tant mieux. Mais nécessaire, c'est que tu ne peux pas être heureux sans avoir certaines relations où tu peux déployer ta raison, ta vertu, ton intelligence. Et ça, ben, c'est les amis. OK? Pour comprendre l'amitié, il faut savoir que l'amitié a toujours un pont. On appelle ça le fondement. Qu'est-ce qui unit les amis? Puis, ça peut être 3 types, ça peut être 3 choses, comme on vient de le voir. Il peut y avoir des amis qui nous sont utiles, qui sont là juste parce qu'ils nous sont utiles. Ce ne sont pas des vrais amis. Mais ce sont des amis quand même, mais ce n'est pas des amis qu'on pourrait qualifier de véritable amitié. On peut avoir des amis qui sont fondés, des amitiés qui sont fondées sur l'agréable, le plaisir à être ensemble. Les amitiés adolescentes sont souvent comme ça. C'est-à-dire qu'on est des amis parce qu'on a du fun. Okay? Ce sont des meilleures amitiés quand même, qui ont une certaine qualité, là, mais ce ne sont pas encore des vrais amis. Les seuls amis, c'est quand ce que l'on aime, c'est ni le plaisir que l'ami nous donne, ni l'utilité qu'il a dans notre vie, mais lui-même ce qu'il est. Et ça, c'est les amitiés de vertu. On aime les qualités de l'autre. OK? Et plus on a, disons, cet amour de l'autre, et non pas des avantages qu'il nous donne, plus l'amitié est vraie. OK? Et ça, les amitiés vraies sont nécessaires parce que l'amitié, la véritable amitié, c'est l'amitié de vertu, ça nous permet de développer notre vertu. On se réalise avec l'autre. On veut devenir bon aussi pour l'autre, avec l'autre, en vivant avec l'autre, dans la proximité. C'est juste dans l'existence partagée là, qu'on peut avoir des amis de vertu. Là. Les amis de vertu, on en a quelques-uns. C'est des gens avec qui on se réalise. Ils font souvent partie de notre cercle familial, mais pas nécessairement. Là. Ça peut être notre conjoint aussi, ou ça peut être des bons amis, mais on en a qui sont avec nous depuis très longtemps. Et c'est des relations dans lesquelles on a ceci que chacun aide l'autre à se réaliser. Chacun devient un modèle pour l'autre, un miroir pour l'autre. Puis l'autre peut aider l'autre, chacun peut aider l'autre à devenir plus vertueux par l'exemple, puis aussi par la discussion, où on est dans une recherche de vertu ensemble, quoi. Et ça, c'est des vrais amis, quoi. Notre identité est définie, qui nous sommes, à travers ces amitiés-là. Alors qu'elle n'est pas décidée à travers des amitiés de plaisir ou d'utilité, très peu. Okay? Les conditions de l'amitié, si on les regarde dans l'analyse, il y a la bienveillance, réciprocité, communication, puis égalité dans l'échange. Donc, il y a 4 conditions là, vraiment à l'amitié. Là, et plus on est dans l'amitié de vertu, plus c'est profond. Par exemple, si on regarde la bienveillance, ben la bienveillance, elle est plus profonde dans l'amitié de vertu. Les amitiés utiles, c'est des gens qui nous sont utiles. On en a plein, ça. C'est par exemple, c'est les circonstances. Mettons, mes collègues de travail ou des gens qui nous sont utiles, là, ben, c'est des amis d'utilité. Là. Et ce que j'aime, c'est beaucoup... on a intérêt à avoir une bonne relation. On est bienveillant, c'est une relation de bienveillance réciproque, on est capable de se parler, puis on est juste les uns envers les autres. Fait que, mettons, tu vas acheter, je sais pas, mon boucher, à la limite, on a une amitié d'utilité, parce que je le connais pas personnellement, mais je suis très content là, qu'il soit là, parce que je peux y acheter de la viande, des chocolatines, toutes sortes d'affaires. Puis lui, ben, j'y paye son juste prix, puis lui, il est content de m'avoir, puis on a une bienveillance réciproque. Bon, tu sais, je l'aime-tu profondément, mon boucher? Non, on le connaît même pas. Personnellement. Donc, on peut avoir beaucoup d'amitié d'utilité. Et si tout le monde était vertueux, selon Aristote, dans la société, on n'aurait même pas besoin de loi.
Tout le monde serait des amis de vertu. Mais là, ça, c'est de l'anarchisme, là. Fait que Aristote dit, mais malheureusement, les êtres humains, c'est un réaliste, là, sont pas capables. Là. Les êtres humains sont pas assez vertueux pour ça. On a besoin des lois. Ouais, parce que non. Des relations amicales dans toute la société, là, non, ça on n'a jamais vu ça. Okay? Et Aristote, on n'avait jamais vu ça au moment d'Aristote, puis on n'a jamais vu ça encore aujourd'hui. Là. Okay? Donc, bienveillance réciproque, quand on arrive au niveau des amitiés de plaisir, ben, c'est plus profond, un petit peu. On s'amuse, on connaît plus l'autre, parce qu'on a bien moins d'amis de plaisir. Là. Ce qui est le fun avec les amis, on en a beaucoup d'amis, mais c'est des amis assez proches, les amis de plaisir. C'est-à-dire qu'on partage des intérêts communs, on a du plaisir à se voir, c'est le fun. On se réalise ensemble quand même. Puis même, des fois, on peut avoir des discussions où là, on se réalise, on réalise notre raison, on comprend des choses. Je veux dire, c'est le fun, ces amitiés-là, mais en même temps, on aime beaucoup l'expérience qu'on vit avec notre ami, mais c'est plus interchangeable. On pourrait avoir... c'est pas nécessairement si durable que ça. L'amitié de vertu, elle est beaucoup plus durable. Aristote disait elle dure toujours, mais ça, là, c'est pas vrai. Il s'était trompé là-dessus, parce qu'il peut y avoir des amitiés de vertu qui, à cause des circonstances, finissent par mourir. Là. Surtout aujourd'hui, là, je pense que ça arrive à tout le monde. Mais c'est des amitiés qui durent quand même assez longtemps dans le temps. Et donc, la communication, elle est beaucoup plus profonde. À travers ces amitiés-là, on définit une part de notre identité. Et notre communication est beaucoup plus profonde. On connaît l'autre, on aide l'autre à cheminer. Et l'évolution de l'un et de l'autre est interdépendante. Et évidemment, ben là, la justice est importante parce qu'il faut être capable de faire preuve de reconnaissance de ce que l'autre nous apporte. Nos amis ne nous apportent pas juste des choses matérielles, donc il faut être capable de reconnaître si quelqu'un est plus sage que nous, de reconnaître sa sagesse, si quelqu'un est plus enjoué, ses vertus. Pourquoi on l'aime? C'est parce qu'il manifeste certaines qualités, là. Il a le sens de l'humour ou n'importe quoi. Il y a quelque chose qui est... Il est capable d'agir de façon vertueuse. Donc, son action a une certaine qualité. Puis nous, ben, on voit ce spectacle-là, on trouve ça beau, mais aussi ça nous instruit, puis ça nous donne le goût de devenir des meilleures personnes, nous aussi, puis de se réaliser, puis de toujours devenir plus vertueux. Et ça, on va être heureux, si on réussit à faire ça. Oh mon Dieu, c'était long tout ce cours, hein? On a un résumé, Aristote. Oui, c'est un bon résumé. J'espère que vous avez réussi à tenir le coup quand même pendant tout le cours, n'est-ce pas? On a vu beaucoup de choses. Si on résume, il y a au moins 2 chapitres, là, donc vous pouvez regarder cette vidéo plus tranquillement. 2 grands chapitres. L'ontologie, on est des substances naturelles, nous les êtres humains, puis on a une nature. Notre substance, elle veut se réaliser. On veut se réaliser en tant qu'être humain, puis moi je veux me réaliser en tant qu'être humain, puis en tant que Simon Baudouin. Pour ça, il faut que je connaisse mon potentiel universel, mon potentiel propre. Okay? Là, on est dans le résumé. Là. Okay? Mon potentiel universel, c'est la rationalité. Puis il y a 3 grandes choses que je dois réaliser pour être heureux, pour donner un sens à ma vie. Première des choses, il faut que ma vie soit une praxis. Deuxième des choses, il faut que j'aie des bons amis, de vrais amis, pour me réaliser en tant qu'être politique, puis en tant qu'être social, puis en tant qu'être de vertu. Puis il faut que j'agisse de façon vertueuse. Donc il faut que je sois dans un processus de développement où non seulement j'ai la disposition à agir vertueusement, mais j'agis vertueusement de façon relativement constante. Puis je suis toujours dans le processus de devenir une meilleure personne. Ça, c'est universel. Après ça, il y a la diversité humaine, là. Moi, je me suis réalisé beaucoup dans la philosophie. Il y en a d'autres, puis dans la musique, dans beaucoup de choses là, que je me réalise. Mais chacun peut se réaliser dans des types de vie aussi. Aristote va très précisément. Il va dire qu'il y a des types de vie sur le commerce, des types de vie qui sont plus politiques, dans les institutions, etc. Qu'il y a plusieurs façons, bref, d'être un homme libre, hein, ou une femme libre, évidemment, là, de réaliser sa rationalité. Il y en a plusieurs façons. Mais il y a 3 choses obligatoires. C'est l'amitié, la praxis, puis la pratique de la vertu. Okay? Ça, c'est 3 actions nécessaires. Et si tu n'es pas heureux, c'est parce que tu n'agis pas comme quelqu'un heureux. C'est pour ça qu'Aristote va dire le bonheur est une action, ce n'est pas une disposition. Tu n'es pas heureux, ta vie n'a pas de sens, c'est parce que tu n'agis pas comme quelqu'un d'heureux. Développe-toi des bonnes amitiés. Agis de façon libre et rationnelle et exerce la vertu dans ta vie, puis tu vas être heureux. C'est vraiment ce que va nous dire Aristote. Et comment on devient heureux? C'est en se réalisant soi-même. J'espère que ça fait le tour. J'espère que c'était pas trop d'informations.
Sinon, vous le réécouterez 2 fois. Mais sachez que ce cours-là, habituellement, on le voit dans très long. Là. C'est 3 heures au moins. Donc, je suis allé plus vite. Mais on va reparler en classe en ligne d'Aristote. On va reparler de tout ça. Et j'espère que ça vous a plu. Au revoir.